Bien. Je pense qu'on va pouvoir commencer, il est 11h35. Bonjour à tous, donc Margot Perrin, je suis responsable du service élevage à la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire. Et donc, nous sommes à l'initiative de cette réunion, de ce webinaire d'information. Donc voilà, on est en mode webinaire, hein, donc vos micros et vos caméras sont coupés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la conversation. J'ai mon collègue Thomas Hardier qui est présent, qui va se présenter et qui relaiera du coup les questions qui pourrait y avoir. On a également la DDPP de Saône-et-Loire qui est présente avec Anne Costa, la directrice de la DDPP, qui pourra répondre à certaines questions, et Christine Rubens, pardon, qui est également présente. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un du GDS qui s'est connecté. Voilà, on sera plusieurs à pouvoir répondre à vos questions. Peut-être Thomas, si tu veux te présenter. Oui. Bonjour à tous. Moi, Thomas Hardier, responsable du pôle identification à la Chambre. J'essaierai de regarder la conversation pour indiquer à Margot si vous levez la main ou si vous avez des remarques, sachant qu'on peut les prendre au fil de l'eau ou des précisions. Qu'on peut les prendre au fil de l'eau, ou sinon on les prendra à la fin. Voilà, je vais essayer de suivre un petit peu ça au fur et à mesure. Vous dire aussi que du coup ce webinaire est enregistré, donc on pourra faire passer le replay pour les personnes qui n'auraient pas pu se connecter. Donc voilà, l'objectif c'est de pouvoir vous informer au sujet de la maladie qui nous occupe en ce moment et qui touche désormais la Saône-et-Loire, donc la dermatose nodulaire contagieuse bovine. Cette réunion, elle est à destination des agents, des structures, des OPA qui peuvent intervenir en élevage ou qui sont en lien avec des agriculteurs. L'objectif, c'est d'avoir les bonnes informations, parce qu'il se dit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Donc, d'avoir les bonnes informations sur la maladie et les restrictions qui nous touchent désormais, puisqu'on est en zone de surveillance. On y reviendra. Et de vous sensibiliser aussi pour ceux qui vont en exploitation sur les règles de biosécurité et voilà, l'attention particulière qu'il faut porter dans cette période de crise. Je ne sais pas si je vais arriver à faire défiler mon diaporama. C'est bon. Donc, dans un premier temps, on va vous présenter qu'est-ce que la dermatose nodulaire contagieuse bovine, les symptômes et le diagnostic, les différents mécanismes de transmission, un petit historique de la situation en France et les différentes zones, et en particulier celle qui concerne la Saône-et-Loire. La stratégie adoptée la stratégie adoptée quand il y a un foyer qui est confirmé, avec donc l'abattage du lot, la vaccination des bovins et les restrictions de mouvements associés, mais on détaillera tout ça après. Et puis, les précautions à prendre en élevage, que ce soit par l'éleveur ou par les intervenants ou toute personne qui peut aller en élevage. Voilà, et puis on vous présentera également les actions de la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire pour accompagner les éleveurs et les structures dans cette crise. On a Rémi Speltier qui nous a rejoint également du GDS, qui pourra peut-être répondre aux questions auxquelles on n'aura pas la réponse. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à intervenir dans le fil de conversation. Donc, qu'est-ce que la dermatose nodulaire contagieuse? Donc, c'est une maladie virale qui affecte uniquement les bovins, les buffles et les zébus. C'est un virus qui est très résistant dans les conditions extérieures. Voilà, c'est une maladie qui est strictement animale. Elle ne se transmet pas à l'être humain, ni par contact, ni par consommation de produits laitiers ou carnés. En droit européen, c'est une maladie qui est de catégorie A, comme la fièvre afteuse. Donc, ça impose forcément une stratégie d'éradication immédiate lorsqu'elle est détectée sur le territoire national.
Il y a des impacts zootechniques importants, avec notamment une baisse de lactation, une baisse de prise de poids, des avortements, des retards et une potentielle mortalité. Donc voilà, les données qu'on peut avoir, c'est 10% de mortalité et 45% de morbidité, sachant que, au vu de la stratégie employée, éradication immédiate, on n'a pas forcément tout le recul par rapport à ça. Sur les mécanismes de transmission, donc principalement, c'est une transmission vectorielle par les mouches piqueuses et les tans. Voilà, donc qui vont venir piquer un animal infecté et ensuite aller en contaminer d'autres. Donc c'est quand même des insectes qui se déplacent peu, qui restent à proximité de leur source de nourriture. C'est une transmission par le sang qui est présent sur les pièces buccales de l'insecte. Et il faut savoir que le virus survit au niveau des pièces buccales entre quelques heures et maximum 24 heures. Voilà, donc c'est une soit via dissémination proche, soit dissémination à distance, notamment on peut transporter des vecteurs dans les véhicules. On a également des transmissions non vectorielles, donc soit directes, notamment les transmissions intra-utérines, mais également via les sécrétions, des sécrétions contaminées, les sécrétions orales, le jetage, et puis notamment dans les nodules, les croûtes des nodules qui contiennent pas mal de virus. Et on a également une transmission non vectorielle indirecte via le matériel médical contaminé, le matériel tout court contaminé, hein, donc les aiguilles, mais également les bottes, les blouses, etc. Donc on verra justement qu'il y a des règles de biosécurité à respecter par rapport à ça. Donc les symptômes et les diagnostics. Donc déjà, il faut savoir que la période d'incubation, elle est estimée à environ 28 jours, ce qui est assez long. On peut avoir des animaux asymptomatiques. Et donc, dans le cas où l'animal présente des signes cliniques, il peut avoir donc, de la fièvre, un abattement et de l'anorexie, une chute de la production laitière, une hypertrophie des ganglions lymphatiques, des œdèmes, des ulcérations secondaires et des surinfections possibles. Donc ça peut être des symptômes qui font penser aussi à d'autres maladies. Par contre, ce qui est spécifique à cette maladie, c'est la formation de nodules sur la peau, parfois sur les muqueuses et les conjonctives et sur les membres. Voilà, donc vous voyez les photos associées. Ça, c'est assez caractéristique de la dermatose nodulaire bovine. En cas de suspicion, il faut que l'éleveur contacte son vétérinaire le plus vite possible pour effectuer un examen clinique et le vétérinaire va effectuer des prélèvements, des biopsies, notamment au niveau des nodules, puisque c'est là où le virus est le plus présent. Et ensuite, donc, ce prélèvement va être envoyé au laboratoire national de référence ou un laboratoire agréé. Donc en France, il y en a deux. Une à Montpellier, pardon, et un autre à Bourg-en-Bresse. Donc voilà, il y a des retours assez rapides des résultats d'analyse, en général en moins de 24 heures. Alors, on a Geoffrey Baudot qui nous a rejoint, qui est vice-président à la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire. Je ne sais pas, Geoffrey, si ton micro est actif ou pas, et si tu veux dire un mot, on a commencé. Ouais, bon, je vais enchaîner, on verra par la suite. L'historique de la situation en France et les impacts en particulier sur la Saône-et-Loire. Donc aujourd'hui, on a 5 zones réglementées au total depuis le début de la crise, qui a commencé donc le 29 juin en France, avec un premier cas en Savoie. Avant ça, il y avait eu un foyer en Sardaigne et en Lombardie, et 2 foyers en Lombardie. Mais en France, c'est depuis le 29 juin. Plusieurs foyers en Savoie, Haute-Savoie, autour du foyer primaire. Et puis, on a eu un premier foyer détecté dans le Rhône le 18 septembre 2025.
un autre confirmé dans le Jura le 11 octobre, et depuis d'autres foyers autour de la commune, dans la même commune pardon, que le foyer dans le Jura. Donc là, ce premier cas dans le Jura impacte des communes de Saône-et-Loire. Donc vous le voyez, 47 communes en Saône-et-Loire impliquées dans cette première zone, cette zone de surveillance, qui correspond à la zone réglementée numéro 4. Et ça va impacter 200 élevages au minimum, 25 000 bovins et 2 opérateurs. Et puis un autre foyer confirmé dans l'Ain depuis le 14 octobre. Donc là, c'est un veau qui venait d'un foyer du Jura, mais qui n'avait pas encore été confirmé. Donc voilà, celui-là est bien tracé. Et donc, il impacte 137 communes de Saône-et-Loire qui sont en zone de surveillance. C'est la zone réglementée numéro 5 et qui impacte donc 519 élevages, 63 460 bovins et 2 opérateurs. Donc vous voyez, au total, on a environ 80 000 bovins concernés. Juste, Anne Costas dit qu'elle n'arrive pas à voir la présentation. J'ai un doute, parce que toi tu la partages bien. Est-ce que les autres, vous voyez la présentation, s'il vous plaît, si vous pouvez réagir avec lever la main ou pas? D'accord. Oui. Donc c'est chez Anne Costas qui a un souci. Donc c'est bon, vous voyez bien, sauf Anne Costa. Alors, je suis désolée. De toute façon, on pourra, elle se reconnecte, on pourra vous renvoyer la présentation avec le replay, pas de souci là-dessus. Voilà, et on a également un autre foyer dont je n'ai pas parlé au niveau des Pyrénées-Orientales et qui touche également l'Espagne. Sur les zones, attendez, voilà. Sur les zones, donc selon la réglementation, autour d'un foyer, on a une première zone de protection que vous voyez en rouge sur les cartes, avec un rayon de 20 km autour du foyer. Donc dans cette zone, les exigences sont les plus strictes, avec une visite vétérinaire dans tous les élevages de la zone, un contrôle sanitaire renforcé et des interdictions renforcées. Notamment des restrictions de mouvement, on y reviendra. Ensuite, en vert, autour de cette zone de protection, vous retrouvez une zone de surveillance avec un rayon de 50 km autour du foyer. Donc là, on a une surveillance avec une visite sanitaire sur un échantillon d'élevage et puis des interdictions de mouvement également avec des dérogations possibles, on y reviendra. Donc ces deux zones, zone de protection plus zone de surveillance, ça correspond à la zone réglementée. Donc là, dans cette zone, on a interdiction de mouvement et vaccination obligatoire de tous les bovins de la zone. Pour le reste, c'est la zone indemne, qui est la zone hors zone réglementée. Et donc là, sur la carte à droite, vous retrouvez les 4 zones réglementées qui sont autour de nous. La 5e, elle correspond d'ailleurs à la zone réglementée numéro 3, c'est les Pyrénées-Orientales. Donc la zone réglementée 1, c'est au niveau des Savoies, Haute-Savoie. La 2, c'est au niveau du Rhône, le cas de Saint-Laurent-de-Chamousset. La 4, c'est le foyer du Jura. Et la 5, c'est le foyer dans l'Ain à Neuville-les-Dames. Donc en cas de suspicion, on a une suspension immédiate des mouvements de bovins avec un arrêté de mise sous surveillance de l'élevage et on réalise donc, le vétérinaire réalise des prélèvements pour confirmer ou non le foyer. Si le foyer est avéré, là c'est donc un abattage du lot, c'est important de le préciser. On raisonne en unité épidémiologique, ce qui veut dire qu'on n'abat pas un troupeau entier si, par exemple, on a des bovins dans différentes parcelles, différents bâtiments. Là, vous retrouvez la carte un peu plus précise de la Saône-et-Loire et des 2 zones qui concernent la Saône-et-Loire. Vous voyez en arc de cercle les différentes communes qui sont concernées. On a également depuis samedi dernier, le 18 octobre, des restrictions supplémentaires qui touchent le territoire national.
par arrêté ministériel, donc avec une interdiction de toute sortie de bovins du territoire national pour éviter la diffusion du virus hors de France, une interdiction de tout rassemblement festif de bovins, donc les concours, les foires, les salons, sur l'ensemble du territoire national aussi, et sur une zone réglementée supplémentaire qui concerne toutes les régions dont certains départements sont dans des zones réglementées. Ça correspond à Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Occitanie. Une interdiction des marchés de bovins destinés à l'élevage et des allotements en centre. Voilà, toutes ces restrictions supplémentaires, elles sont jusqu'au 5 novembre minimum. L'idée, c'est de rassurer aussi l'Europe sur notre capacité à maîtriser la crise. Donc, c'est la ministre de l'Agriculture qui a pris ces dispositions vendredi dernier, qui les a annoncées vendredi dernier et qui sont effectives depuis le 18 octobre. Donc, la stratégie face à cette maladie, qui est donc une maladie de catégorie A comme la fièvre afteuse, c'est une maladie normalement absente de l'Union européenne, donc c'est une maladie qu'il faut éradiquer immédiatement. Donc là, les piliers de la stratégie, c'est de détecter de manière précoce les bovins infectés, y compris ceux qui peuvent être vaccinés. C'est d'interdire et de limiter les mouvements de bovins sur la zone réglementée. C'est de dépeupler rapidement tous les bovins de l'unité épidémiologique qui est infectée, de nettoyer, désinfecter et désinsectiser, et puis de lancer au plus vite la campagne de vaccination de manière massive au niveau des bovins qui se trouvent dans la zone réglementée. Donc, vous voyez la carte, hein, la stratégie de déploiement vaccinal, elle est faite en anneaux, vers l'intérieur, vers le foyer, et vers l'extérieur, vers la limite de la zone réglementée pour contenir la propagation. C'est la stratégie qui a été faite au tout début de la crise en Savoie, Haute-Savoie, et qui a montré quand même son efficacité, même si derrière, il y a eu des foyers, mais beaucoup plus loin que le foyer initial. Donc le vaccin utilisé, c'est un vaccin atténué qui provient d'Afrique du Sud ou des Pays-Bas. Pour les zones réglementées actuelles, les vaccins ont été commandés et sont en quantité suffisante. Et ils ont commencé à arriver depuis lundi dans les cabinets vétérinaires en Saône-et-Loire et ailleurs. Et donc la campagne de vaccination a commencé. Voilà, l'immunité, elle est complète et effective après 21 jours. Donc ça veut dire que il peut y avoir des foyers qui se déclarent, même si les bovins ont été vaccinés. C'est toute la difficulté. Et il faut savoir que la vaccination, elle est prise en charge intégralement par l'État dans la zone réglementée. Sur l'organisation de la campagne de vaccination, donc c'est les cabinets vétérinaires qui prennent contact avec les éleveurs. Le GDS a imprimé les DAV pour les bovins présents sur la zone. Et donc, il y a un référent JA qui a été nommé par cabinet vétérinaire pour recenser les besoins en bénévoles et les besoins en matériel de contention et pouvoir organiser au mieux la campagne de vaccination. Sur le nombre de bovins à vacciner, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a environ 90 000 bovins à vacciner. C'est un minimum, puisqu'on a le cas d'exploitation qui ont leur siège social en dehors de la zone réglementée, en zone indemne, mais qui ont des bovins en pâture dans la zone réglementée. Donc ceux-là sont en train d'être identifiés, mais ça rajoutera des bovins à vacciner en plus de ceux dont le siège social se trouve en zone réglementée. Donc là, vous avez la frise chronologique à partir du dépeuplement du dernier foyer. Il faut de toute façon attendre 45 jours avant de lever la zone réglementée, sous condition que la campagne vaccinale soit aussi bien avancée. Voilà, donc la zone réglementée est levée au bout de 45 jours. Et à la suite de la vaccination, nous n'avons plus de statut indemne au niveau des zones réglementées pendant 14 mois. Ça veut dire
restriction de mouvement à l'export pendant 14 mois, puisque voilà, nous ne sommes pas en statut indemne. Voilà, et donc en zone indemne, il n'y a pas de vaccination pour le moment, c'est uniquement en zone réglementée, c'est important de le dire aussi. Sur les restrictions de mouvement, donc les règles et les dérogations, donc en zone réglementée, tous les mouvements de bovins sont interdits. Donc rien ne rentre dans la zone, rien n'en sort et rien ne bouge à l'intérieur. Vous voyez le schéma, hein, il est parlant. Donc en rouge, les mouvements qui sont strictement interdits, pas de dérogation possible, notamment de passer les bovins de zone de protection à zone de surveillance ou des bovins de zone de surveillance à des zones indemnes. Ça, c'est impossible. Et après, il y a des mouvements possibles au sein de la zone réglementée, sous laissez-passer sanitaires qui sont donnés par la DDPP, avec des dérogations pour des motifs bien précis dont on va vous présenter tout à l'heure. La traversée de la zone réglementée, elle est autorisée, mais seulement s'il n'y a pas d'arrêt dans la zone et si il faut utiliser au maximum les grands axes. Sur les mouvements et les dérogations possibles au sein d'un élevage, il y a notamment le motif de bien-être animal, avec notamment les vaches prêtes à véler, les bovins malades, le manque d'alimentation ou d'abreuvement et les conditions pédoclimatiques. Donc tout ce qui est, par exemple, les parcelles inondables ou s'il neigeait. Donc pour obtenir ces dérogations, déjà il faut se trouver dans le cas en vert. Donc nous, on est en zone de surveillance, hein, donc vous le voyez. Si on part de la zone de surveillance, on n'a pas le droit d'aller dans le cœur de la zone de protection. Par contre, on peut avoir des dérogations possibles en zone de protection, à destination de la zone de protection, ou dans la zone de surveillance. Par contre, il est interdit d'aller en zone indemne. Donc, pour obtenir ces dérogations, il faut un examen clinique du lot par le vétérinaire sanitaire qui est daté de moins de 48 heures et une attestation de nettoyage et désinfection et désinsectisation du véhicule qui doit être jointe à la demande de dérogation. Donc aujourd'hui, toutes les demandes de laissez-passer, elles doivent être transmises sur la boîte de la DDPP qui s'affiche en bas. Ouais, est-ce qu'il devait y avoir un modèle de laissez-passer qui devait être mis à disposition? Madame Costa, est-ce que le modèle a été réalisé ou pas? Est-ce qu'on passe toujours par la boîte indiquée en bas? Vous devez pouvoir appuyer sur CTRL Shift. Alors micro, CTRL, Shift M, CTRL, Shift. C'est quoi Shift? On vous entend, M. Madame Costa. Vous m'entendez ou pas? Oui, c'est bon. Ok. Donc aujourd'hui, on va pouvoir je reprends. Donc aujourd'hui, on va pouvoir mettre en lien sur le site internet de la préfecture. Il y a un article sur la page d'accueil, un lien vers démarche simplifiée pour faire les demandes de laissez-passer via ce service. Sinon, les 2 modèles de laissez-passer sont disponibles sur ce site-là, dans cet article-là, si ça répond à votre question. Très bien. Et merci. Si du coup je peux compléter, oui. Séranie, du coup, on attend en fait que la démarche simplifiée soit opérationnelle pour envoyer le mail aux éleveurs. Le mail est prêt, en fait, on attend juste le lien pour tout envoyer. Ok, très bien. Merci pour ces précisions. Donc ça concerne donc les dérogations au sein d'un élevage. Ensuite, on a les mouvements vers l'abattoir. Donc là, dans ce cas-là, l'éleveur fait sa demande déjà à l'abattoir dans un premier temps, à l'abattoir le plus proche, hein, et dans la mesure du possible dans la zone réglementée, sachant que nous, on a deux abattoirs qui se trouvent dans la zone réglementée. Donc si l'abattoir est OK,
Donc, parce qu'il faut savoir que les abattoirs ont quand même des conditions à remplir et des contraintes. Ils ne vont pas mélanger des animaux qui viennent de zones réglementées avec des animaux de zones indemnes. Donc, il faut quand même qu'ils s'organisent. Donc, il faut obtenir leur accord. L'éleveur va ensuite demander à son vétérinaire sanitaire une visite d'élevage et un examen clinique du lot. Si l'avis est défavorable, c'est qu'il y a une suspicion de la maladie. Donc, dans ce cas-là, hein, prélèvement et on attend confirmation ou non du laboratoire. Si c'est OK, donc il y a un avis favorable et il y a une rédaction de l'attestation de bonne santé qui est valide pendant 72 heures après l'examen. Et l'éleveur va donc envoyer son laissez-passer à la DDPP. Voilà, et donc l'éleveur va ensuite pouvoir acheminer les bovins pour l'abattage. Donc vous retrouvez sur le côté là, le modèle de laissez-passer qui est donc en ligne. Donc voilà, ce qu'il ne faut pas oublier là, c'est qu'il faut que la visite du vétérinaire sanitaire ait eu lieu qu'elle soit datée de moins de 72 heures. On a ensuite des règles d'épandage particulières en zone réglementée avec une interdiction d'épandage de fumier, de lisier ou de litière, sauf avec un traitement particulier. Donc, on va le détailler après. Le traitement en usine agréée de compostage ou de méthanisation, lui, il est accepté. Pour les lisiers liquides, il faut épandre sur terre arable avec labourage immédiat qui puisse assurer un enfouissement à au moins 25 cm de profondeur, ou, si l'épandage n'est pas possible, éliminer sur des prairies permanentes avec un chaulage immédiatement après. Voilà, et dans les deux cas, il faut limiter l'accès aux animaux pendant au moins 42 jours, puisque, pour rappel, le virus est très résistant et donc il peut rester actif, notamment dans les lisiers assez longtemps. Pour le lisier solide, donc le fumier, il faut appliquer un insecticide larvicide sur le tas et procéder à un assainissement naturel par une mise en tas pendant au moins 42 jours, qu'on asperge de désinfectant, qu'on laisse exposer à sa propre chaleur et qu'on laisse reposer donc pendant 42 jours, soit couvert, soit qu'on retourne pour que toutes les couches soient soumises à la chaleur. Voilà, donc les règles d'épandage particulières en zone réglementée. Pour les règles de biosécurité pour les élevages, donc, il existe une fiche qui a été réalisée par GDS France, qui est en ligne, que vous retrouvez sur Internet, mais qu'on pourra aussi vous faire passer avec les documents de la réunion, qui reprécise donc les règles de biosécurité à respecter par les éleveurs. Donc, ne pas déplacer les animaux, quelle que soit l'espèce, jusqu'à nouvel ordre, pour ne pas déplacer les vecteurs ou des animaux en phase d'incubation. Donc là, on parle des autres espèces. Aujourd'hui, il n'existe pas d'interdiction pour les autres espèces que l'espèce bovine, notamment les chevaux, les moutons, etc. Ils ont le droit de circuler. Maintenant, on demande une vigilance importante par rapport au déplacement de ces animaux qui peuvent véhiculer des insectes. Il y a notamment un arrêté préfectoral pour les manifestations équines sur le département et qui n'interdit pas les déplacements, mais par contre qui oblige à des mesures importantes de désinfection, désinsectisation et nettoyage des véhicules de transport avant le départ de l'élevage ou du centre équestre et au départ du lieu du concours ou de la manifestation. Voilà, donc ça, c'est les règles un peu particulières pour les autres espèces. Ensuite, donc, surveiller quotidiennement l'état de santé des animaux. L'idée, c'est de détecter vite s'il y a des symptômes pour diagnostiquer au plus vite et éviter de répandre la maladie. Il faut restreindre l'accès de l'élevage aux intervenants totalement indispensables et les éleveurs doivent tenir un registre des personnes entrant dans l'élevage. Et l'idée, c'est que l'éleveur doit demander une grande rigueur aux intervenants
Et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, et j'y reviendrai, hein. Il faut vraiment respecter les règles de biosécurité, éviter d'aller en élevage si on n'a pas besoin, et respecter ces règles si on y va. Donc, utiliser des codes propres pour chaque élevage, désinfecter les bottes en rentrant et en sortant des élevages, stationner les véhicules le plus loin possible des animaux en maintenant les portes et les fenêtres fermées, maintenir les mesures d'hygiène habituelles, donc lavage des mains, etc. Et puis, utiliser du matériel à usage unique. Donc ça, c'est plus pour les vétérinaires notamment, avec les aiguilles. Voilà. Stocker les cadavres en containers étanches et gérer les stomox et les tangs en réduisant au maximum les gîtes larvaires. Donc là, il y a des consignes particulières par rapport à ça, mais je ne détaillerai pas. Et traiter les animaux avec des insecticides ou des répulsifs. Donc ça, c'est les règles qui sont données pour les élevages. Et ensuite, je reviens quand même sur les règles de biosécurité pour les intervenants en élevage. Et c'est bien l'idée, hein, c'est qu'on puisse vous sensibiliser si vous avez à aller en élevage. Déjà, éviter au maximum. Et sinon, il faut respecter ces règles. Donc ça, c'est une autre fiche réalisée par GDS France à destination des intervenants en élevage pour limiter la transmission. Donc l'idée, hein, c'est de pouvoir équiper les véhicules de tapettes ou de pièges à insectes. Avant le départ, bien contrôler visuellement l'absence d'insectes dans l'habitacle et les chasser si besoin. À l'arrivée sur l'exploitation, c'est de respecter le zonage défini par l'éleveur ou en tout cas de se garer le plus loin possible des bâtiments d'exploitation. Durant la visite, c'est maintenir le véhicule fermé et limiter autant que possible l'ouverture des portes et des fenêtres. Et puis, c'est porter une tenue propre, voire à usage unique si besoin, se laver les mains, laver les bottes à l'entrée et à la sortie de la zone d'élevage, et puis veiller à ce que le matériel utilisé soit nettoyé, désinfecté entre chaque élevage. Voilà, et puis au même titre qu'à l'arrivée, hein, quand on quitte l'élevage, c'est inspecter visuellement l'intérieur du véhicule et s'assurer qu'il n'y ait pas d'insectes. C'est pas des petits moucherons, hein, c'est des grosses mouches ou des gros tans, donc on les voit quand même bien. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, des réactions par rapport à ces présentations, puisqu'après je vais venir aux actions de la Chambre en particulier. Déjà, Il y avait Côme de Navacelle qui demandait est-il possible d'épandre du fumier comme le lisier avec enfouissement immédiat? En fait, il y a le même traitement dans. Enfin, peut-être sinon on active son micro, mais il y a le traitement, enfin peu importe le lisier ou fumier, il faut qu'il soit traité pour être ensuite enfoui. Il faut qu'il soit traité pour être ensuite enfoui. Alors, après, il reste encore pas mal de questions sur l'épandages et auxquelles on n'a pas toujours les réponses. Donc ça là-dessus, la DDPP, je crois, a posé des questions au national, mais peut-être Madame Costa, vous pouvez peut-être compléter. Microphone. Oui, donc on voudrait avoir les données bien consolidées avant qu'on puisse faire un document commun qu'on pourra diffuser sur cette partie-là, où il y a encore un petit peu de flou. Ce qu'il faut retenir, c'est que, je reprends l'expression d'un de mes collègues de la DGAL, il ne faut pas qu'il y ait un sabot de bovin dans du lisier ou du fumier qui serait épandu. Donc, on aimerait bien avoir quelque chose de stabilisé pour pas qu'on donne des informations qui ne seraient pas correctes. Donc, je pense que ça va prendre pas longtemps, mais dès qu'on peut, on va pouvoir faire quelque chose de collectif qu'on pourra largement diffuser. Hein. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir produire un document très synthétique avec les solutions et les possibilités en répondant aux restrictions en vigueur. Alors, il y a une question sur quel type de désinfectant faut-il utiliser? Là, je vais peut-être plus laisser la parole au GDS. Renise, si tu veux peut-être intervenir. J'allais dire, il y a même Corinne de Farago qui est présente. Donc, à la limite, Corinne, si tu veux prendre la parole, ce sera peut-être plus simple.
Il faut que Thomas Ah, débloque son micro. Ouais, je Attends. pense. ah, pardon. Non, mais je Non, vais il va le faire. Il va pouvoir ouvrir son micro, là. Il va ouvrir son micro. Corinne, c'est bon, normalement, tu dois pouvoir débloquer ton micro. Corinne n'est peut-être pas là. Elle est pas là, ouais. Si, je suis là. Vous m'entendez? Oui, ça y est. Oui. Voilà. Ah, désolée. Donc, pour les produits utilisés, ce que Farago Bourgogne utilise notamment, c'est un produit combo qui va faire désinfectant et qui va être insecticide également. Et ça s'appelle l'Eraser DES+. Ok. Alors Est-ce après, que, Pardon. est-ce que tu pourras nous faire passer à la limite la fiche technique qu'on pourra diffuser, Oui, en bien même sûr. temps que les documents de la réunion? Oui, je vous fais passer les fiches techniques des différents produits qui peuvent être utilisés et qui ont été validés. Voilà. Ouais. Nous, on a choisi d'utiliser ce produit combo parce que ça fait gagner du temps à tout le monde parce que c'est une intervention. Et ça a été utilisé dans le Jura et dans Savoie, Haute-Savoie. Ok. Très bien. Merci. Il y a une question d'Arnaud Dupont, toujours sur les lisiers fumiers, là. Parlant du compostage, est-ce que le compostage en ferme est possible en zone réglementée? Est-ce que la note de la DGL, on va dire, inclut le compostage dans les traitements lisiers, fumiers, etc. de la même manière? Si Yann Costa, vous pouvez préciser. Je prends la question. J'ai noté la Ouais. question. Parce que là, j'ai pas la réponse. Ok. Non, mais c'est vrai qu'il reste pas mal de questions sans réponse sur cette partie épandage. Partie épandage, oui. Donc voilà, on va essayer de collectivement y répondre le plus rapidement possible. Sinon, dans la discussion, il y a Com qui avait précisé un peu ce qui était mis en place au niveau des JA, au niveau du contact au moment où tu parlais de la vaccination. Oui. Si tu veux préciser, Com, normalement, tu dois pouvoir prendre le micro, enfin ouvrir ton micro, préciser ce qui a été mis en place côté JA ou FEDE, les relais en lien avec les délégués GDS également. Normalement, tu dois pouvoir ouvrir ton micro. Je vois qu'il est ouvert, mais on ne t'entend pas. Ouais, on n'entend pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si tu reviens vers nous comme si tu arrives. Non, il n'y en a pas 50. Désinfectant, compostage en ferme. Non, pas d'autres questions. A priori, tout était clair. Ok, bon, tant mieux. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions a posteriori, on est à votre disposition. Voilà, l'idée c'est que vraiment sur toutes les questions sanitaires, n'hésitez pas à vous rapprocher plutôt du GDS. Sur toutes les questions sur les restrictions de mouvement, etc., les laisser passer, c'est la DDPP. Et puis donc là, justement, je vais vous présenter les... C'est vraiment qu'on soit dans un rôle central pour écouter, relayer et trouver des solutions concrètes pour les éleveurs et de maintenir le lien entre tous les acteurs du terrain. Donc cette réunion, typiquement, elle s'inscrit dans
dans ces objectifs-là. La première chose, c'est qu'on reste à l'écoute des éleveurs pour leur apporter un accompagnement technique et moral. Donc, on va mettre en place une hotline Agri-Solidarité pour soutenir les agriculteurs en difficulté. Donc, voilà, le numéro va être communiqué. Et puis, au-delà de ça, on va mettre en place aussi un numéro dédié pour répondre aux questions plutôt techniques liées à la DNC et aux solutions qu'on peut envisager, aux solutions techniques qu'on peut envisager. Donc, il y a un numéro aussi qui va être communiqué, puisqu'on va mettre en place des cellules techniques spécialisées pour proposer des conseils adaptés à chaque situation. Voilà là-dessus. La Chambre s'implique aussi activement dans la mise en œuvre de la vaccination, en aidant notamment les exploitations qui rencontrent des difficultés dans l'organisation de la vaccination des élevages qui sont déjà en difficulté par ailleurs et qu'on suit via le DE et nos agents terrain. Voilà, on leur apportera notre aide là-dessus. Et puis, l'idée, c'est qu'on aille rechercher aussi des financements pour équiper les intervenants en moyens de contention adaptés s'il en manque. Voilà, la Chambre d'agriculture, elle s'attache aussi à maintenir un lien d'information fiable et constant avec les éleveurs et les structures qui interviennent en élevage. Comme je vous l'ai dit, cette réunion aujourd'hui est importante puisqu'il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et ailleurs. L'idée, c'est qu'on ait tous le même niveau d'information et que ce soit clair pour tout le monde. Donc, on est là pour relayer les informations officielles sur l'évolution des zones, sur les règles de mouvement et les dérogations. Voilà, le GDS organise des réunions d'information et on est là également en partenariat pour y assister et répondre aux questions avec la DDPP et le GTV. Et puis, dans le cadre des cellules techniques dont je vous ai parlé, l'objectif, c'est de pouvoir produire des fiches conseils pratiques pour aider les éleveurs à s'adapter aux contraintes sanitaires. Donc voilà, notamment cette fiche pratique sur l'épandage qui nous paraît urgente et importante. Voilà, et la Chambre doit aussi assurer un rôle d'interface entre les éleveurs, les services de l'État, le GDS et les organisations professionnelles agricoles et les partenaires de la filière. Donc, on est là pour centraliser et faire remonter les besoins et les difficultés qui sont rencontrés sur le terrain. L'objectif, c'est de pouvoir capitaliser tout ça et de pouvoir aller négocier des dérogations qui soient adaptées pour répondre aux situations particulières des exploitations. Voilà, on a notamment les exploitations qui sont à cheval sur 2 zones avec des sièges en zone indemne et des animaux qui sont en pâture en zone réglementée. Ceux-là sont vraiment dans des situations critiques avec des animaux, notamment des vaches ou des génisses qui sont prêtes à véler et qu'ils ne peuvent pas ramener en zone indemne. Il n'y a pas de dérogation possible. Donc là, on a mis en place une plateforme solidaire pour que les éleveurs concernés puissent nous faire savoir leurs besoins, le nombre d'animaux concernés, et à côté de ça, qu'on ait des éleveurs en capacité, pourquoi pas, de proposer des pensions avec des bâtiments qui sont libres, qui puissent se manifester et qu'on puisse les mettre en relation pour trouver des solutions concrètes. Voilà là-dessus. Et puis, on voudrait, dans un deuxième temps, travailler avec la filière pour identifier des débouchés pour les animaux qui sont immobilisés, notamment les broutards, qui vont être bloqués certainement pendant 14 mois, même s'il y a des négociations au niveau national. Voilà, il y aura certainement des choses à imaginer. Et puis, les veaux laitiers, des petits veaux laitiers qui sont bloqués, voilà, qu'est-ce qu'on en fait et quels débouchés on peut trouver. Donc voilà, l'objectif, c'est qu'on puisse travailler là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques dans la conversation, Thomas ? C'est moi qui ai posé une question à M. Fumery, comme il est. Parce qu'on a eu quelques questions par rapport à l'équarrissage et voilà, comment ça fonctionne, notamment le passage des tournées entre zone indemne, zone réglementée. Pour des veaux qui sont des cadavres qui sont dans les parcelles et qu'on ne peut pas ramener, qu'on peut pas, voilà, a priori, il ne faut pas les ramener sur les sites de l'exploitation. Voilà, comment est-ce que ça se passe effectivement dans ce cadre-là, et puis les règles aussi de bio. Voilà, comment est-ce que vous, de votre côté, côté sécanique, côté équarrissage en général, vous
vous arrivez à conserver, à faire votre travail, on va dire, dans cette période. Vous m'entendez, M. Hardier? Oui. Très bien, très bien. Donc, je vais essayer de répondre à votre question. Bonjour à tous. En équarrissage, la collecte respecte un principe qui est indiqué dans l'arrêté préfectoral, hein, qui est ce qu'on appelle chez nous la collecte centripète. C'est-à-dire que la collecte des animaux morts se fait des zones les moins risquées vers les zones les plus risquées, et ensuite avec un retour direct au centre de collecte. Hein, donc ça veut dire qu'on collecte d'abord en zone indemne, puis on collecte en zone, alors je parle sous votre contrôle, mais en zone de surveillance, puis on collecte en zone de protection, hein, donc de façon centripète vers le foyer, enfin vers l'ancien foyer, et ensuite on retourne directement sur le centre de collecte pour éviter la transmission éventuelle du virus dans les autres élevages. Voilà. Et puis pour les zones de stockage, enfin les aires d'équarrissage, il n'y a pas de souci, hein, si l'éleveur veut qu'on collecte dans un lieu nouveau, il n'y a pas de souci, il nous appelle, on définit ce lieu nouveau, il faut juste qu'il soit accessible au camion d'équarrissage, évidemment. Ça veut dire qu'il ne soit pas au milieu du pré, mais en bordure d'une zone carrossable. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Oui, merci pour ces précisions. On a notamment eu des questions et le cas d'un veau mort en zone de surveillance et le siège social, l'exploitation était en zone indemne. Donc, effectivement, c'est bien de pouvoir malgré tout s'adapter et que vous puissiez aller chercher les animaux dans d'autres lieux que le siège d'exploitation. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Conversation, non. Oui, Margot, est-ce que tu m'entends? Oui, voilà, je voulais te donner la parole, Geoffrey, justement. Oui, écoutez, excusez-moi, Geoffrey Baudot, donc vice-président de la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire. Excusez-moi du retard lors de ce webinaire. Dans un premier temps, je voudrais remercier tous les participants qui ont pris le temps de se connecter. Ça nous paraissait important de réaliser ce genre de webinaire élargi aux opérateurs agricoles dans le cadre de la crise sanitaire qui nous impacte sur le territoire de la Saône-et-Loire. Beaucoup de choses ont été dites. Sachez tout ce que les services compétences travaillent d'arrache-pied ces derniers jours et dernières semaines pour faire en sorte que nous maîtrisons au mieux cette évolution chez nous et qu'on soit en capacité de répondre à toutes les questions des éleveurs concernés, mais aussi à ceux qui ne sont pas directement impactés dans la zone avec les restrictions qui nous imposent à tous. Aujourd'hui, le maître mot qu'on doit faire passer, c'est quand même la prudence, le respect du protocole et éviter la spéculation d'informations. C'est très important. Nous sommes tous responsables dans notre action au quotidien auprès de l'agriculture et il ne faut pas qu'on sème un sentiment de panique dans notre territoire au sein des éleveurs. Derrière, effectivement, il y a la question des marchés, de beaucoup de choses. Essayons de gérer au mieux avec les moyens dont nous disposons et de faire en sorte que les élevages impactés puissent continuer à avoir une activité le plus normale possible. Des solutions restent encore à trouver. Hein. Ça a été évoqué sur les impossibilités d'exportation dans les 14 mois une fois les animaux vaccinés. Donc voilà, tout un travail est fait aussi avec la filière pour trouver des débouchés pour ces animaux-là dans des zones qui n'étaient pas forcément prédestinées à l'engraissement de broutards. Mais voilà, le travail s'enchaîne, les choses vont vite. Donc voilà, je voulais appeler chacun à la prudence, la bienveillance et au respect des règles sanitaires et du protocole. Le protocole, il est tel qu'il est, il est certes assez strict, mais cela est nécessaire pour éviter que d'autres foyers soient déclarés. Et c'est vraiment dans la vigilance au quotidien et de chacun
la propreté de ces véhicules, dans les déplacements, voilà, dans les accès aussi d'exploitation, que nous devons faire attention autant que faire se peut. C'est des choses qui sont assez simples à mettre en place. Faisons-le. N'hésitez pas à contacter les éleveurs, leur demander voilà, comment ils souhaitent aussi vous accueillir sur les exploitations, dans quel contexte ou quoi que ce soit. Cela peut être reporté ou dans des lieux un peu plus propices, enfin moins propices à des contacts de l'élevage. Faisons-le, nous avons besoin pour éviter la propagation et que derrière une sérénité soit en place. On espère que les conditions hivernales arrivant, enfin voilà, on va dire moins estivales, cela soit plus favorable pour la gestion de crise. Restons prudents dans tout ça. De toute façon, les informations officielles sont diffusées par l'administration, hein, la DVPP, la préfecture sont en ligne, ligne de front, sachant que derrière toutes les organisations agricoles aussi travaillent. Je pense en particulier au GDS, à la Chambre d'agriculture, mais aussi aux différents syndicats qui se portent aussi vecteurs de l'information et prêts à donner la main dans les zones où ils vont avoir besoin de vacciner. Donc voilà le petit message que je voulais vous faire passer. Remercier le travail qui est fait aussi par Margot et tous les services au quotidien dans la création de ce diapo et de toutes les informations. Voilà. Eh bien, écoutez, merci Geoffrey. S'il n'y a pas d'autres questions, d'autres remarques, de toute façon, on vous fera passer le support, les différents documents qu'on a évoqués. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Merci en tout cas de vous être connectés et puis à bientôt. Bonne journée à vous. Au revoir, merci. Au revoir, merci Madame Costa.